Bonjour chers frères et sœurs, salut à ceux qui aiment l'histoire. Eh bien, j'ai fait tout à l'heure une vidéo sur les PPSA qui font partie du WhatsApp FEAC et qui sont dans la zone frontière avec les Brossa, l'Agni et Brossa. Alors, je voudrais poursuivre ma vidéo sur les échanges commerciaux dans l'espace Akan. J'ai dit qu'il fallait des spécialistes pour pouvoir reconnaître l'or véritable. Parce que dans ces échanges, dans le monde Akan, il y avait des gens malhonnêtes aussi qui utilisaient du faux or. Comme aujourd'hui, il y a de la fausse monnaie parce que la poudre d'or, c'était leur monnaie. Mais quelquefois, il y avait des gens qui avaient des techniques, ils utilisaient du cuivre et puis ils mêlaient ça avec un peu de liquide d'or pour faire croire que c'est de l'or alors que non. Donc, il fallait pouvoir reconnaître l'or véritable. Alors, l'homme pouvait se servir d'un couteau pour essayer de couper l'or afin de s'assurer qu'il était bon, ou bien de le frotter sur une pierre appelée Eugua fortis. Cela permettait de reconnaître le vrai or. Lorsqu'on en mettait sur le faux, il entrait en ébullition et le métal devenait vert. C'est comme ça aussi que, avec la pierre appelée Eugua fortis, on pouvait reconnaître le vrai or. Les compagnies européennes avaient recours aux services d'experts locaux pour reconnaître le vrai or. Eh bien, ces experts locaux-là, il fallait bien payer leurs services. Il s'agissait souvent de courtiers dont les compagnies s'achetaient les services. Les Hollandais les appelaient makelaars. Makelaars. Ouais. L'un d'eux, nommé Kurokwo, exerçait ses activités à Axim. Il incita les Aximois à ne pas fléchir devant les pressions qu'exerçaient les Hollandais pour freiner les affaires avec les Anglais. Toujours la question du refus, notamment des Africains, de laisser les compagnies européennes avoir accès à un monopole exclusif. Aussi sera-t-il décrit par Wackenberg comme un criminel. Ouais. Là, ce commandant hollandais là est vraiment malhonnête. Il est vraiment malhonnête, puisqu'il veut forcément imposer, comment on appelle ça, le monopole hollandais. Celui qui lutte contre le monopole hollandais, il le traite de criminel. Voilà, c'est comme toujours cela. Kurokwo proposait ses services à celui qui payait mieux. Voilà. Il proposera aux Anglais de lui donner les moyens de leur livrer le fort Saint-Antoine d'Axim. Mais la Royal African Company trouva trop élevé le montant qu'il exigeait pour ce travail. Voilà le fait. Quand Kaerlof passa au service de la compagnie suédoise, Kurokwo l'aida à créer des comptoirs à Takoradi et à Djumore. Djumore, en fait, c'est dans le pays Nzema. Et puis, Takoradi, c'est dans le pays Ahanta. En 1654, Kurokwo sera assassiné par les exilés de Djumore, notamment les Adjomoro d'Apatem. D'ailleurs, il avait accusé d'être un peu à la source de leur malheur parce qu'ils ont dû quitter un peu le royaume Nzema pour aller à Apatem, mais ils ne sont pas allés loin. Apatem n'est pas loin du pays Nzema. Les marchands et les courtiers Akanes, d'après Herman Abrams, allaient à Soko. En fait, il faut entendre une Soko, Anin Soko, où il y a la localité de Bego. Ils allaient à Adanse, donc en Adanse, à Tafo et même à Imbali. Bon, on peut se poser la question, est-ce que Mbali fait référence au Mali? Mais sans doute, certains marchands allaient jusque dans le moyen Niger. Donc c'est possible qu'il s'agisse du Mali, sans doute de Guinée ou bien d'une localité commerciale importante dans cette zone-là. Cela est tout à fait possible. Les marchands mandés exerceront au XVIIe siècle leur activité à Bego, sans pouvoir venir directement sur la côte. À cette époque, c'était le commerce de relais qui prévalait. Au XVIIIe siècle, le développement de Koumassi et l'existence d'une petite communauté musulmane dans cette cité permet à quelques marchands mandés de s'y rendre. Mais il ne leur était jamais permis d'aller au sud de Koumassi. Voilà. Il faut relever que les Akans, dans leur ensemble, avaient des préjugés ethniques et le mot n'est pas assez fort vis-à-vis des populations mandées et gourdes des savanes du Nord. Pour les Akans, elles étaient
des, bon, je ne dirais pas esclaves, mais des captifs en esparaissance. C'est comme ça que les Akans les voyaient. Tout Mandé ou Djoula, en fait, marchand malinqué, marchand donc, qui s'aventurait dans la forêt Akan, courait le risque d'être fait captif. C'est ça aussi la réalité. C'est pour ça que vous remarquerez, par exemple, les Baoulés, ils disent quoi? Kanga Djura. Kanga, c'est le captif. Ils ajoutent ça toujours. Voilà, ils ajoutent ça toujours. Mais parce qu'en fait, c'est lié au fait que au 4e siècle après Jésus-Christ, ce sont des populations gourdes, donc des populations des zones savanicoles, qui ont vaincu les ancêtres des Akans et qui les ont obligés à quitter les plaines de la Volta Noire pour descendre beaucoup plus au sud. Parce que ces populations qui arrivent, les populations gourdes notamment, sont armées d'arcs et de flèches. Alors que les ancêtres des Akans n'avaient que le sabre. Voilà. Donc c'est un peu une vengeance, quoi. C'est ça un peu la situation. La fortification qui a été érigée à Bégo autour du quartier Manding ou Malinké musulman l'a été avec l'approbation des Bono d'Insako et Anin Soko. C'est la même localité. Ils acceptaient la présence de ces étrangers qui contribuaient à la prospérité de leur royaume, mais les savaient en danger du fait des préjugés des Akans vis-à-vis des populations non Akans du Nord. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont permis à ces Libye, Noumou, enfin tous ces groupes malinqués qu'on appelait sous le nom de Namasa, d'avoir les cités dans le royaume d'Anin Soko des Akans, mais les cités est protégée justement par un mur. C'est comme ça. La pratique de la circoncision chez les Mandés musulmans, les Akans, l'avaient en horreur. Les circoncis à leurs yeux souillaient les objets sacrés et les sanctuaires. Voilà. Ils ne pouvaient être intronisés sur les sièges noirs. Donc pour eux, toi qui es circoncis, tu n'as pas le droit d'exercer la royauté. Voilà, c'est ça. Nous l'affirmons, les marchands mandés ne sont pas venus directement sur la côte et sur la côte Kwakwa avant, sur la côte de l'Or et sur la côte Kwakwa avant la pénétration coloniale européenne. Ça, c'est un fait. Même les travaux de Chauveau ont montré que dans l'espace baoulé, les baoulés ne permettaient pas aux marchands des zones savanicoles de passer le pays baoulé pour aller au sud, notamment à Tia-Salé ou même plus loin à Pandadon, c'est-à-dire à Cap Laou ou Grand Laou. Ouais, c'est ça les faits. Si les Mandés à l'époque précoloniale avaient pénétré la forêt pour atteindre le littoral, ils auraient sans doute laissé des traces de communautés et fondé des quartiers comme ils l'ont fait à l'époque coloniale. Voilà. Et c'est ce qu'on a appelé ces quartiers-là qu'on va appeler les Djoulabougou. Voilà, ce sont ces quartiers qu'on va appeler les Djoulabougou. Voilà. Et en Gold Coast, ces quartiers sont appelés Zongo. Ça vient du terme Nsoko, parce qu'ils étaient dans le royaume de Anin Nsoko. Donc on les appelait là-bas les quartiers au Ghana sont appelés Zongo. Voilà, qui vient du terme Nsoko. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que certains Akans, notamment les Baoulés et les Anos, appellent les Malinqués Nzoko. Alors, ça vient de là. Les travaux de Jean-Pierre Chauveau, comme je l'ai dit, ont montré justement que les marchands d'Ula n'ont jamais pénétré directement le pays baoulé pour y commercer. C'est ça le fait. Les Sikefouais jouaient un rôle important dans les transactions entre les courtiers du littoral Kwakwa avec les marchands de l'arrière-pays et de l'intérieur. Tia-Salé et Ahua étaient dans l'espace baoulé des centres commerciaux. Le commerce à longue distance exercé par les Watafouais, c'est-à-dire les marchands à longue distance, était avant tout une affaire familiale dans laquelle les relations de parenté, d'alliance, d'affinité jouaient un rôle primordial. Les Baoulés traitaient avec les courtiers Avikam et Aladjan. Ils revendaient des produits côtiers au nord et à l'ouest de leur pays et dans leur pays même. Les pistes sentiers constituaient un réseau diffus qui permettait aux marchands de passer le plus possible inaperçus, de choisir un itinéraire précis. Les voies des marchands étaient appelées Watafouais Akin, voilà, c'est-à-dire les chemins des marchands, du commerce à longue distance. En fonction des relations personnelles avec des villages dont ils traversaient les terres. Le centre aurifère de Kokumbo deviendra au XIXe siècle un carrefour où le commerce prospérait. Les marchands vendaient beaucoup de cola dans l'anneau. Les anneaux à leur tour
la revendaient à Kong aux marchands Djoula. Les marchands Agnès Sanvi jouaient un rôle d'intermédiaire, acquérant les produits européens à Assini qu'ils revendaient à l'intérieur. En 1843, les Français créeront un important comptoir à Assini. Le roi du Sanvi, Amondoufou Koutoua, lui-même, avait de nombreux Watafoué, c'est-à-dire des marchands, des courtiers, à son service. Des marchandises européennes étaient stockées à Krenjabo, la capitale, et vendues à des marchands qui venaient d'un peu partout. C'est à partir de 1865 que les Ashantis viendront massivement commercer à Krenjabo. Donc vous voyez que l'espace Akan était un espace économique ouvert. C'était vraiment un commerce international. C'est ça. À cause des Fantis qui, souvent à cette époque, fermaient les voies qui mènent au fort du littoral de la Côte d'Or. Donc, quand les Fantis étaient en conflit avec les Ashantis, ils fermaient les voies qui mènent au fort et au comptoir sur la Côte de l'Or. Alors, on va voir certains Ashantis venir à Krenjabo pour acquérir des marchandises, notamment la poudre d'or et des fusils. C'était important pour eux. Le roi Sanvi ne permettait pas aux marchands étrangers de se rendre directement à Assini. Eba Foba, Assomu, Miezan Kassi et Amon Assemian seront des Watafoué au service du roi Amondoufou Koutoua. Donc vous voyez, on connaît même les Watafoué, donc les marchands à longue distance qui travaillaient pour le compte du roi Amondoufou Koutoua du Sanvi. Les Abourés, proches voisins des Agnès Sanvi, jouaient le rôle d'intermédiaire entre les marchands européens qui avaient des comptoirs à Grand Bassam et les marchands de l'intérieur le long des rives du Komoué. Un document daté de 1827 parle du commerce effectué par un vaisseau nantais sur la côte Kwakwa, c'est-à-dire qui vient de la localité de Nantes en France, et sur la côte de l'Or. Il est intitulé « Brouillard d'échange de la cargaison du brisque l'Africain de Nantes à son 3e voyage à la côte d'Afrique, commandé par M. Maurice Gillet, gérant de la dite cargaison. » Vous voyez comment le titre est long. Ce navire fera des échanges à Grand Laou, c'est-à-dire Cap Laou, Mandadon, à Alf Laou, c'est-à-dire Grand Jacques, qu'on appelle Bodoladjan en pays Aladjan. Donc, quand on dit Alf Laou, c'est en fait Grand Jacques qui s'appelle localement Bodoladjan en pays Aladjan. Et Jacques Laou, c'est-à-dire Jacquesville, qui est appelé localement Emokwa. Il vendra aux marchands de ces zones des armes, munitions, alcool, tissus, poudre à canon, des pierres à fusil, des perles vénitiennes et des indiennes de soie. De la soie venant de l'Inde, en fait, mais qui venait en réalité de la Chine et transitait par l'Inde. Ce navire fera aussi des échanges à Petit Cap Laou, c'est-à-dire Ebonou, qui est toujours en pays Avikam, à Grand Bassam, en Apollonie, c'est-à-dire en pays Zema, et à Elmina, où il fera 3 jours vendant parasols et hamacs. Parce que les chefs Aka utilisaient des parasols et des hamacs. Donc, les Européens ayant compris cela, bon, ils en fabriquaient pour leur vendre cela. Ouais, c'était un véritable commerce international. Le document indique que l'or est sous-payé en Apollonie et surpayé à Grand Laou et à Grand Bassam. Mais cela était lié à la demande. C'était lié à la demande. C'était la loi de l'offre et de la demande. Sans doute qu'en Apollonie, c'est-à-dire en pays Zema, l'offre était plus importante que la demande. C'est ce que je dis là. En outre, les interlopes, c'est-à-dire les navires des privés qui ne sont pas sponsorisés et soutenus par les États, fréquentaient beaucoup le littoral Nzema. Le roi d'Nzema, Mishangola, en 1756, permettra aux Anglais de bâtir le fort Apollonia à Bénin, sans pour autant leur accorder un monopole commercial. Le roi Mishangola avait de nombreux batafos à son service. Donc vous voyez que la plupart des chefs Akan avaient des marchands du commerce à longue distance à leur service. Les activités de ceux-ci s'étendaient sur la côte Kwakwa à Assini et quelquefois à Grand Bassam. Au XIXe siècle, le développement du commerce à Grand Bassam attire des marchands Akan lagunaires. Seka Seka et Yafé Boifin, 2 grands commerçants Aké originaires d'Asseudi, échangeaient beaucoup avec les courtiers abourés. Ils revendaient une partie des marchandises de la côte à leurs voisins Abé. Voilà. Les marchands Gwa, c'est-à-dire les peuples Gwa, Domolon,
Adumbato, Dabre, Akure, etc., les bois qu'on appelle ordinairement Ngbato, achetaient du sel et des marchandises européennes auprès des courtiers Abouré et Aladjan. Aswe Abou et Gedji Aore sont deux Goua, c'est-à-dire deux Ngbato, qui vont s'enrichir grâce à ce commerce. Les marchands Goua usaient aussi de la poudre d'or comme monnaie. Ils l'appellent Ndjimoué. Voilà. Donc, ils appellent la poudre d'or Ndjimoué, le Goua. Donc, vous voyez que la poudre d'or, c'était la monnaie internationale dans l'espace Akan. Les marchands Haïzi avaient pour partenaires les courtiers Aladjan et Avikam. Tous avec les Baoulés, les Adjoukrou, les Abé et les Agni, vivant dans le Bambadama, se rencontraient à Tiasalé et à Teviessou pour échanger. Voilà, vous voyez. Donc il y avait grand commerce entre les populations de ces zones. Les pagnes baoulées se vendaient bien et s'obtenaient contre la poudre d'or, monnaie en usage dans ce commerce. Durant tout le XVIIIe siècle, les Agni Bétiers, Ndénian, Abradé et Alangwa, à cause de la domination Ashanti, orientaient leurs échanges à Koumassi, Ogwa et Elmina. C'est par l'intermédiaire des Baoulés qu'ils obtenaient les produits du commerce du Bas-Bandama. Voilà. Parce que les Ashanti contrôlaient notamment le commerce des fusils et de la poudre à canon. Pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, ils commerceront avec les sans-vie. Les Brondiamans et Ano feront de même. Dans le cadre de ces échanges, les Agnis sans-vie, Agnin Denian, Bétier, Alangwa, les Ano et les Bron concluront des pactes d'amitié. Voilà. Donc ils faisaient des pactes pour que les marchands puissent circuler aisément dans cet espace-là. Voilà. Dans l'arrière-pays de la Côte de l'Or, l'une des voies marchandes passait par Fomena, en pays à danser. Là, Edoubiassé était, c'est-à-dire dans la dansée, Edoubiassé était un important marché local où l'on venait de partout pour commercer. Je vais m'arrêter là. Voilà. On approche à règlement de la fin de la série de vidéos sur les échanges commerciaux dans l'espace Akan. Mais après, nous allons faire aussi une série sur les entraves de ce commerce-là. Parce qu'il y a eu beaucoup d'entraves, beaucoup de guerres, beaucoup de choses. Voilà, qui ont freiné quand même le commerce dans cet espace. Bien que c'était vraiment des échanges florissants pour lesquels les Africains tiraient un bénéfice énorme. Moi, chaque fois même, j'indique les noms de marchands qui se sont enrichis en faisant ce commerce-là. Alors quand on voit des ouvrages mensongers d'auteurs européens qui viennent dire que non, les Africains n'ont rien gagné dans ce commerce, c'est vraiment ridicule. Puisqu'il y a des sources européennes même qui prouvent que les Africains se sont enrichis dans ce commerce-là. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Il est plus que temps qu'on enseigne la véritable histoire africaine à nos enfants africains dans les écoles, dans les collèges et dans nos universités. Moi, c'est ce que je fais. Et à travers ces vidéos-là, je voudrais que tous les Africains connaissent les faits historiques, la geste historique posée par les ancêtres africains. Et que les Européens aussi, qui malheureusement continuent de lire ces ouvrages mensongers de l'histoire des rapports avec les Africains, puissent vraiment changer le paradigme de leur pensée vis-à-vis des peuples d'Afrique. Donc, comme je l'ai dit, je suis le professeur Alou Kwame René, j'enseigne à l'université de Cocody, à l'université Félix Houphouët-Boigny, qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.